le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maude Ankawa. Maude est titulaire d'un master en finance internationale à l'université de Nottingham. Elle mène une brillante carrière dans le monde de l'entreprise quand en 2010, après la vente de sa société, elle se retrouve à 2 doigts d'un burn-out, mais surtout très loin de ses valeurs fondamentales. Portée au sommet sur le plan professionnel, elle refuse pourtant toutes les offres qui lui sont faites et organise en 4 jours son départ au Népal. 5 semaines dans l'Himalaya avec un Sherpa et surtout le silence. Avec une idée motrice, se reconnecter à ses valeurs. De cette expérience est né son premier roman, Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur qui a déjà séduit plus de 100 000 lecteurs. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Maude. Bonjour à tous, bonjour Julien, c'est un bonheur de te retrouver, vraiment. Ouais, franchement, c'est ce que je disais, l'échange qu'on a eu, qui a quand même pas été si long que ça, tu vois, me donne encore des frissons, donc je trouve que c'est bon signe, et j'ai vraiment apprécié en fait, discuter avec toi et ce que tu dégages, ton énergie, les livres que tu as écrits, donc merci à toi. Merci, parce que c'est vrai que on parle souvent de coups de foudre dans la vie, parce que des coups de foudre amoureux, et on parle pas assez des coups de foudre amicaux, mais ça, je trouve ça assez magique, parce que finalement, j'ai le sentiment que c'est qu'une question de vibration et d'énergie, et quand des choses nous lient vers des objectifs communs, de faire du mieux qu'on peut, de faire du bien, de partager aux autres, voilà, je pense que cette vibration, je l'ai connectée aussi, moi aussi, c'est un vrai grand plaisir de découvrir à travers ton film, et puis de découvrir en tant qu'homme. Merci vraiment. Vraiment. Peut-être que tu pourrais te présenter, parce qu'il y a des gens forcément qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne, tu sais, un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce magnifique livre Kilomètre Zéro, voilà, d'où tu viens, explique-nous un peu tout ça. Alors, je vais essayer d'être courte, mais j'ai un parcours plutôt d'entreprise. Si je commençais par me présenter dans ce parcours-là, plutôt d'entreprise, tournée vers l'entreprise. Ce qui me passionnait, même si je venais du monde de la finance, c'était quand même l'humain, et de faire que les gens puissent être heureux en entreprise. Et le fait que il se passe ça en entreprise, forcément, ça allait vers des buts communs de grandir en entreprise, et puis de faire de ce monde de la finance quelque chose d'autre que ce qu'on nous avait appris. Donc j'ai cheminé pendant tout un temps, sachant que mon monde était quand même très mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie d'entreprise, et j'avais pas compris en fait que notre monde c'était d'autres dimensions que le mental, et notamment le corps, l'émotion, et donc je me suis retrouvée, pour faire court, à l'âge de près de 40 ans, à 39 ans, à vendre ma dernière boîte. Je vendais des boîtes, puis notamment une boîte de nouvelles technologies, et là j'avais décidé de prendre ma retraite à 2 doigts du burn-out, prise par une passion, et finalement je décide de partir au Népal pour apprendre à vivre au présent, pour apprendre à lâcher tous ces coups d'avance. Tu sais, quand tu fais de la stratégie d'entreprise, tu es obligé d'avoir 4 petits échecs d'avance, et en fait ma vie c'était ça. J'étais tout le temps à me projeter à ce que j'allais pouvoir faire grandir, etc. Mais il y avait plus cette joie que je n'arrivais plus à connecter, parce que j'étais tout le temps plus tard, et la joie ne se connecte que dans l'instant présent. Donc je suis partie au Népal 5 semaines. Je fais le tour des Annapurna dans un premier temps, et puis j'ai appris avec un guide, simplement un Sherpa en fait, qui n'était pas guide touristique du tout, donc on a pris des petits chemins de traverse, et je suis partie avec des porteurs, et pour apprendre à me reconnecter à moi.
Et alors, qu'est-ce qu'il en a découlé de tout ça? Et alors, il en a découlé beaucoup de choses. Déjà, l'énorme claque de se rendre compte que j'avais pas compris, qu'il y avait tout un monde parallèle que j'avais complètement mis de côté parce que je ne le connaissais pas. Et en même temps, j'étais à un moment de ma vie où j'avais le temps, puisque je voulais pas repartir. Je prenais ma retraite presque. Je prenais ma retraite et prendre sa retraite, c'est d'un travail que je ne voulais plus finalement, un travail où justement tous ces coups d'avance. Donc quand je disais je prenais ma retraite, c'est pas je restais inactive, c'est plutôt je vais maintenant faire des choses qui me plaisent complètement et qui sont complètement alignées avec moi. Et avant de faire des choses complètement alignées, il faut déjà que je m'aligne. Et donc j'ai pris déjà du temps pour m'aligner, pour me recentrer vers moi, pour me retrouver moi avec moi. Je te disais, j'avais le sentiment qu'il y avait plus de corps finalement, il y avait plus qu'une tête pensante, tu vois, il y avait plus cette dimension du corps. Je fuyais aussi mes émotions et il a fallu réadapter. Enfin, tu vois, je comprenais pas pourquoi j'avais jamais peur, par exemple. Tout le monde me parlait de la peur, j'avais suivi des parcours d'outils très différents et en plus j'étais dans la zone de la peur et moi je la connectais pas. Donc il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. C'est bizarre, tout le monde parlait du corps, des sensations du corps et moi j'ai l'impression d'être tétraplégique. Donc tu vois, tout ce chemin qui a duré 10 ans en fait, qui a duré 10 ans de reconnexion à soi, de reconnexion au corps, m'a permis effectivement donc de ce premier voyage, de la compréhension qu'on pouvait reconnecter soi avec soi à travers la méditation, à travers le silence. J'ai passé beaucoup de temps avec ce guide dans le silence dans l'Himalaya et je lui disais mais explique-moi, il me dit mais non, il n'y a rien à expliquer, il y a juste à écouter. Écoutez, puisqu'on est dans l'Himalaya, il n'y a personne, on ne peut pas parler, justement, tais-toi. Et tu vois, c'est ce silence qui m'a permis de reconnecter et d'entendre finalement ce que je ne pouvais pas entendre dans le brouhaha. Donc voilà, le parcours a été ça et puis ouais. C'est une intuition qui t'a poussé à partir en Népal puisque tu aurais pu partir dans n'importe quel pays. Alors, c'est une opportunité déjà et puis ça faisait très longtemps que j'avais pas envie de partir dans l'Himalaya. Je n'avais pas choisi le Népal plus que le Tibet, mais j'avais très envie de partir dans l'Himalaya. Alors ça aurait pu être dans les Alpes, on est très bien lotis en France, il y a plein de... Mais j'avais le sentiment que de partir à l'étranger, en tout cas j'avais besoin de ça. Souvent qu'on me pose la question, mais est-ce que tu crois que tu as vraiment besoin de partir pour avancer sur toi? Et à cette question-là, je sais dire non, on n'a pas du tout besoin de partir. Mais moi, j'étais tellement dans un contexte de vie, dans un schéma de vie aussi, un engrenage de vie qui faisait que, tu sais, c'est toujours... Finalement, je me suis rendu compte que je partais tellement de loin que c'était beaucoup plus simple pour moi de me décentrer complètement et de ne rien connaître, ni de la langue, ni du pays, ni de la culture, ni de la nourriture. Ce qui fait que tu arrives là-bas, tu es complètement paumé. Et en même temps, tu es vierge de tout ce que tu sais. C'est intéressant, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose que je prêche, moi, depuis de nombreuses années. Ça fait à peu près 25 ans que je voyage à travers le monde et j'aime bien partir seul, justement. Et j'aime bien partir seul. Alors, tout dépend du temps que j'ai devant moi, mais si je peux partir un mois seul dans un pays, je trouve ça génial. Et si je peux pas, je partirai une semaine en France, par exemple, tu vois. Mais juste, en fait, pour me retrouver. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne franchissent pas le pas en fait de partir seul parce qu'on est conditionné, tu sais, par plein de mécanismes. On nous fait croire que on va s'embêter, que potentiellement c'est dangereux. Tu vois, plein de fausses idées. Ouais, c'est ça. Donc on a peur aussi de. Ouais. Mais ouais, c'est juste. Et en réalité, vas-y, va jusqu'au bout. En réalité. Alors qu'en réalité, t'es jamais seul en fait quand tu voyages seul, parce que tu rencontres un paquet de personnes. Tu es obligé d'aller à la rencontre des autres parce que finalement on est des êtres sociaux. Donc t'as raison, on n'est jamais seul et on est beaucoup moins seul d'ailleurs quand on voyage seul. C'est ça. Tu es connecté à toi. Donc je trouve que c'est un super outil en développement personnel. C'est ce que tu as vécu. Et donc moi je trouve qu'on devrait vraiment recommander à la majorité de la population de prendre le temps à un moment donné dans l'année. Tu vois, ça peut être 3 jours juste d'être seul avec soi-même. Et il émerge des choses en nous et sans partir très loin, parce que souvent on dit oui, mais enfin l'Himalaya, c'était loin, machin. Moi, je chemine le long du chemin de Compostelle régulièrement. Et des fois, de partir même, comme tu dis, 3-4 jours, ou partir de n'importe où du chemin, mais de partir seul, ça nous ramène à nous, ça nous ramène. Et on est en France pour la moitié du chemin, donc il n'y a pas de danger particulier, etc. Mais finalement, de s'engager sur quelque chose, effectivement, c'est pas la même chose. Et c'est très différent, parce que moi, je voyageais beaucoup seule pour le travail, mais c'est très différent, parce que finalement, quand tu voyages seule pour le travail, tu vas rejoindre des gens pour une mission particulière, mais tu n'es pas dans le même contexte. Là, tu as une certaine liberté à, justement, ne t'obliger de rien. Donc, oui, je suis d'accord,
C'est bien plus difficile qu'on ne le croit avant, mais quand on est dans n'importe quel voyage, c'est extrêmement enrichissant. Ouais, c'est magique, quoi. Tu sais, moi, j'ai l'impression de faire partie des chanceux qui vont commencer à s'intéresser pour mettre une étiquette au développement personnel très tôt. Je crois que je devais avoir l'âge de 12 ans. Ouais. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que j'ai le sentiment, tu me dis si je me trompe, mais qu'à l'époque, tu étais très pragmatique, très terrienne. Très rationnelle, très tableau Excel. J'étais très Excel. Scientifique, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui m'animait vraiment. Ouais. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ton feedback parce que tu passes d'une notion, tu vois, très carrée à quelque chose de très ouvert, donc à t'ouvrir en fait complètement, tu vois, à quelque chose. Je pense que ce qui m'a toujours habité, même si j'ai fait des études effectivement dans ce sens, ce qui m'a toujours habité, c'est une foi profonde, un ressenti profond qu'il se passe quelque chose de plus grand que nous. Et ça m'a habité, mais depuis l'âge de 4 ans, si tu veux, depuis que j'ai une conscience, où je me souviens un minimum tu vois, je parlais à cet univers à 4 ans, ou à 5 ans, ou à 6 ans, tu vois, je m'endormais le soir et je parlais à cette force plus grande. Alors, j'ai pas été élevée dans la religion, hein, ma mère est d'une religion catholique, mon père d'une religion juive, donc pas de religion à la maison. Mais quelque part, il y avait cette foi en moi, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais il se passe quelque chose de plus grand. Et ça m'a habité. Et toute ma vie, j'ai travaillé en parallèle de ces études, de ces entreprises, etc. J'ai travaillé sur l'unicité, sur l'unité, et j'ai passé ma vie à démontrer cette unité. Et donc, c'était tout le temps en parallèle des entreprises. Donc, j'ai rien fait sans être connectée à ça. Ce qui m'a amené, j'en suis sûre, à ces réussites-là d'ailleurs. Quel que soit le projet que tu fasses, que ce soit en entreprise. Alors jusque-là, on me disait, oui, mais en entreprise, c'est normal, tu as plein de diplômes, tu as tout ton parcours, etc. Et puis après, j'ai sorti Kilomètre Zéro, et là, c'était pas du tout mon monde, puisque je venais pas du monde de la littérature, je connaissais personne dans le domaine, et je le faisais pas pour prouver quoi que ce soit. Mais quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, je l'ai écrit avec cette même foi, avec cette même envie de partager quelque chose qui m'était cher, des clés. Et d'ailleurs, je le partageais qu'avec mes amis. Au début, c'était l'aventure, hein, c'était pas du tout question d'éditeur et autres. Et puis finalement, tu vois, cet univers s'est emparé de ce projet. Et puis c'est devenu, un best-seller qui m'a dépassé. Mais je crois que comme dans tout projet, quand tu parles du film C'est quoi le bonheur, il y a toute ton intention, toute ta foi, tout ce que tu veux donner aux autres. Mais après, j'allais dire, ça te dépasse. C'est plutôt, bien sûr que c'est toi, mais tu comprends, j'en suis sûre. Ça ne mise en rien la valeur et de tout ce que tu as fait pour ce film. Mais la réalité, c'est que c'est au-delà de nous. Et moi, pour Kilomètre Zéro, je sais dire que je l'ai écrit avec toute mon âme, toute ma foi pour partager quelque chose, en espérant qu'un mot, une phrase puisse faire du bien à une personne. Et puis d'un coup, ça me dépasse et ça le fait du tour du monde. Et on est à 250 000 copies en un an. Tu vois, ça me dépasse complètement, quoi, si tu veux. C'est génial. Et en fait, je crois que c'est ça. Le sujet, c'est qu'il y a un moment, quel que soit ton parcours, tout est possible. On se l'est dit d'ailleurs dans le live précédent, et je suis tellement connectée à ça. Tout est tellement possible à partir du moment où tu es dans ce qui t'habite profondément. Ouais. Et là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite sur tout ce que tu veux faire. C'est clair. Et il y a plein d'exemples. Ça, c'est extraordinaire. Pardon ? Il y a plein d'exemples. Il y a plein de personnes dans notre quotidien qui vivent ça. Et en fait, une des conditions, c'est ce que tu soulignes, c'est d'être justement, à un moment donné, d'être en cohérence avec tes valeurs, en cohérence avec ton éthique, avec tes excellences, là où tu es vraiment doué. Et là, d'un coup, c'est magique. En fait, tout s'ouvre. Et c'est exactement ça, parce qu'on développe des talents, même dans notre système de défense, même dans notre ego, dans notre façon de voir la vie, dans notre carte du monde. Eh bien, comme on est dans un évitement de certaines choses, de la douleur, moi c'était par exemple l'enfermement, alors t'imagines en confinement, mais finalement, tu te rends compte que même dans ces évitements-là, tu crées des talents. Et justement, ce partage de vouloir offrir qui tu es, tel que tu es, de se déshabiller de tous ces costumes, oui, je pense qu'on se relie les uns aux autres, et dans ce travail sur l'unité qui a habité ma vie et qui l'habite toujours, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu faisais les choses vraiment en alignement avec toi, que tu touchais de cœur à cœur le cœur des autres, et tu retrouvais cet espace unique
où tout le monde peut se retrouver à cet endroit-là. Et quand tu te retrouves à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus besoin de se parler, il n'y a plus besoin de lire, il n'y a plus besoin de conférences, il n'y a plus rien. On est connecté. Moi, combien de personnes m'ont écrit, combien de lecteurs m'ont écrit en disant mais ce livre, j'aurais pu l'écrire moi. En ce sens que c'est tellement en cohérence avec ce que je ressens, j'aurais aimé l'écrire tellement j'ai le sentiment qu'il... Et je crois que c'est ça, parce que finalement, on se retrouve à un endroit qu'on connaît tous. Cet endroit en nous. C'est clair. C'est clair. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de très bons livres, de très bons films, c'est que quand tu le lis ou quand tu vois le film, tu te dis « Ah bah oui, mais c'est évident, c'est que du bon sens ». Parce que comme tu dis, en fait, tu l'as déjà là-bas. Il y a un truc qui résonne en toi, c'est ça qui est fou, c'est que, tu vois, pareil pour ton film, il y a un moment, tu vois les images, il n'y a même plus besoin d'un mot. Tu vois une image, une vue, une vibration, et tu dis « Mais on y est, quoi. Ouais, on y est dans cet espace-là. On y est dans cet endroit, moi je le dis tout le temps aux gens que j'accompagne, c'est d'aller connecter cet endroit. Quand tu connectes cet endroit où ta lumière est la plus forte, cet endroit où tout est possible, mais tout devient possible. Mais oui. Tout devient possible, quoi. C'est extraordinaire. Mais c'est ça qui est, hein, tu vois, même quand je t'entends encore aujourd'hui, et pourtant moi pour le vivre depuis un petit moment, je me dis mais les gens qui nous écoutent, ils vont se dire mais attends, mais ils sont dans un monde de bisounours. Tu vois? En fait, je crois pas parce que tout le monde le ressent. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir fait des études, t'as pas besoin d'avoir lu des bouquins, t'as pas besoin de. En fait, on sent tous en nous cet endroit-là. On ne sait pas forcément le connecter, mais on le sent tous en nous et on l'a tous ressenti à un moment. Tu sais, je parlais dans un live de l'intuition. On dit ouais, mais l'intuition c'est pour les perchés, c'est les gens qui sont. Et en fait, on est tous connectés à ça. D'ailleurs, quand je le demande en conférence, qui a déjà ressenti l'intuition, ou même si vous l'avez pas écouté, 100% des gens lèvent la main. Ouais. Et tu vois, c'est ces moments-là où tu te dis, ça peut paraître perché, ça peut paraître, mais finalement, je le vis. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne le vit pas. Alors, ça peut être très bref, ça peut être vite, je le mets de côté parce que j'en ai peur, ou alors, ça peut être, tiens, je m'y attarde un petit peu. Et c'est quand même fou de voir que quand tu discutes avec des artistes, des peintres, quel que soit l'art, même un cuisinier, enfin n'importe quoi, à partir du moment où tu es connecté à ça, eh ben, il émerge de toi quelque chose de fabuleux, une créativité qui est fabuleuse. Exactement. Cet espace-là pour moi. Et c'est le moment où tout s'arrête. D'ailleurs, il n'y a plus de temps. Quand tu crées quelque chose, demande à même toi, tu es aussi un artiste, puisque tu crées des films, il n'y a plus de temps. Non. Le temps s'arrête. Ouais. J'ai vécu aussi au Kung Fu. Tu sais, je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler, mais à l'époque, ça remonte en 99. J'étais champion de France de Kung Fu. Ouais. Quand tu fais ton Tao, c'est un peu l'équivalent d'un kata pour ceux qui ont fait du karaté. Tu sais, c'est un enchaînement de mouvements. En fait, tu as vraiment le sentiment que pendant 1 minute 30, tout s'arrête autour de toi, quoi. C'est très étrange. Et si tu sors une fraction de seconde de ce moment-là de présence, ben, tu rates ton truc, quoi. Exactement. Tu rates ton truc. Le peintre qui sort de ce moment-là, il rate sa toile. Moi, quand j'écris, si je sors de ce moment-là, bah, ma phrase est foutue. C'est pas grave. Maintenant, on l'efface et puis, tu vois, c'est facile maintenant avec l'informatique. Mais combien de fois je me suis dit, tiens, je relis le truc, bah non, là, je suis sortie là. Ça se voit, là, je suis plus connectée à ce que j'avais envie d'écrire, où j'ai pas la vibration dans cette phrase de ce que je peux ressentir de cet espace où tout est possible. Ouais. J'ai 2 questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est tu disais quand tu as commencé justement à mettre un peu des mots sur ce que tu vivais et tout, etc., t'en parlais à ton entourage le plus proche, visiblement. Comment il le prenait, ton entourage? Est-ce qu'il comprenait ce que tu disais ou parfois il y avait de l'incompréhension? En fait, ça a été très drôle parce que à chaque fois que je parlais de ça, les questions qu'ils pouvaient me poser, c'était plutôt bon, écoute, Maud, tu réussis tout, explique-nous comment tu fais. Et donc, il y avait cette légitimité, puisqu'il y avait des réussites avant, à dire bon, bah, je vais vous expliquer. Ouais, c'est quand même bizarre ton truc. Attends, mais moi, comment je peux connecter ça et machin. Et finalement, eh bien, c'est par le fait de pratiquer. Tout le monde a accès à soi-même, évidemment, puisqu'on est les seuls à avoir accès à nous-mêmes de cette façon-là. Mais le fait de pratiquer, le fait d'aller vers soi, le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître notre système de défense, d'apprendre nos différentes dimensions, la dimension mentale, la dimension émotionnelle, la dimension corporelle, le fait de rentrer dans ces dimensions qui sont nos propres dimensions, nous permettent de rentrer petit à petit à cette connaissance. Et puis, plus on va vers soi, et plus on a accès à cette dimension où tout est possible, à cet espace en nous où tout est possible. Et il faut du temps pour ça.
Donc, oui, le fait d'en parler, à chaque fois que j'en parlais, je voyais bien que c'est bizarre ce que tu me dis, je le ressens, mais j'y arrive pas encore. Et le simple fait de le ressentir, c'est déjà ça, c'est déjà la moitié du chemin. Le simple fait de savoir qu'en soi, on peut y aller. Alors, bien sûr, il y a un tas de peur. Oui, mais si je me lance dans un truc, je vais échouer, puis que va dire l'autre, etc. Bien sûr qu'il y a tout ça, parce que ça, ce sont nos habitudes. Mais si on va un peu plus en dedans, naturellement, cette lumière, on la connecte. Et puis, alors là, ça devient vertueux parce que tu réussis un truc, même un petit truc, tu es fier de toi. Et puis, du coup, tu essayes autre chose. Et puis, tu réussis. Et puis, finalement, la réussite, c'est quoi? C'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Mais on tombe tous quand on fait quelque chose. T'as fait un truc, ne me dis pas que t'as pas fait d'erreur, que t'es pas tombé, qu'il n'y a pas eu des moments de galère, même si il y a eu plein de bonheur. Il y a eu aussi des moments de galère, des moments où tu tombes. Enfin, moi, je peux parler de kilomètre zéro. Il y a plein de moments où j'ai procrastiné, où je suis tombée, où on m'a dit laisse tomber. Enfin bon, 1000 choses qui ont fait que tu peux t'arrêter, mais il y a un truc plus fort que toi. Et c'est ça que j'ai envie de prôner aux gens, que je prône dans mes livres d'ailleurs. Tout est possible. Si tant est que c'est pas si compliqué d'aller connecter ce bonheur, d'aller connecter qui on est. Ça demande du travail, c'est courageux, mais c'est aussi courageux que quelqu'un qui veut des belles plaquettes de chocolat, tu sais, sur le corps. Je dis pas manger du chocolat, on s'est bien compris, d'avoir des belles plaquettes de chocolat. On sait tous qu'il faut, je sais pas, faire des pompes, faire de l'exercice, et sûrement pas d'aller s'affaler avec une boîte d'Haribo et des chips devant la télé. On le sait, ça. Mais finalement, ça demande plus de courage d'aller faire un peu d'exercice physique que ça. C'est pareil pour le bonheur. Ça demande un peu de courage de contrôler ses pensées, de prendre du temps pour soi. Et en même temps, tu sais, là, on est sur la page du Festival pour l'école de la vie. Donc, ici, on parle d'éducation. Mais pour autant, je trouve qu'on ne nous a pas appris, tu vois, tout ça. Exactement. On ne nous a pas appris à nous connecter à notre intuition. On ne nous a pas appris à prendre soin de nous. C'est pour les perchés. Oui, c'est ça. Alors c'est en train d'évoluer, parce que moi, je me rappelle, en 2003, quand je crée mon entreprise Néo Bien-être, je vais voir le monde de l'entreprise. Je leur parle de bien-être. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis une secte. Tu vois, 2003. Donc là, maintenant, on parle de méditation, de yoga, d'hypnose et tout. Donc voilà. Ça rentre dans l'entreprise d'ailleurs. Ça rentre aussi dans l'entreprise. C'est même un besoin pour les entreprises d'ailleurs d'aller connecter les bonnes stratégies. Aujourd'hui, c'est une de mes méthodes de management. De connecter les bonnes stratégies, c'est d'abord de connecter ses intuitions. C'est de connecter bien au-delà des probabilités et des statistiques. Et pourtant, je viens du monde de la finance, tu vois. Donc aujourd'hui, même on parle d'Harvard et plus grandes écoles des États-Unis, ils font rentrer la psychologie positive, ils font rentrer, et non pas du oui à tout et positif surtout, c'est vraiment de la psychologie, c'est vraiment des techniques de compréhension différente, d'aller vers soi pour mieux prendre des décisions. Donc, j'ai appris que chez Airbus, Mathieu Ricard donnait des conférences il y a quelques années en arrière. Chez Air France, il y a des... Bien sûr. Alors, tu penses qu'il y aurait des outils justement pour les personnes qui nous écoutent, qui disent oui, je comprends très bien ce qu'elle dit, Maud, parce que parfois moi aussi, je sens que je suis connecté à cette intuition, et en fait ça passe, tu vois, puis en fait tu l'écoutes pas. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des techniques justement pour l'écouter? Je crois que je prône pas à mort les techniques. Moi, je prône pas à mort. Les livres m'ont beaucoup aidé, c'est sûr. Les conférences, d'écouter des conférences, d'écouter, de savoir qu'il y a. Mais faire des stages pour faire des stages. Je vois des gens qui se gavent de stages. Et pour moi, c'est un peu comme se mettre en cuisine. Tu peux lire des centaines de livres de recettes de cuisine. Tu vas avoir l'eau à la bouche. Tu vas apprendre un tas de choses. Mais il y a un moment, il faut aller au marché, acheter des matières premières. Et puis te mettre en cuisine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de se brûler un peu, de se couper, parce qu'on est maladroit au début avec un couteau, accepter de rater un peu. Donc, une des techniques qui m'aide beaucoup, en tout cas, si je devais en prendre qu'une, c'est peut-être de prendre un peu de temps pour soi. Et quand je dis un peu de temps, je ne vais pas parler forcément de méditation, parce que la méditation est toujours galvaudée sur... Qu'est-ce qu'on attend à la méditation? Si juste rien faire et puis attendre que le Saint-Esprit nous débarque, c'est pas ça. Et je cite souvent Fabrice Midal sur ce sujet qui a écrit un livre qui s'appelle Se foutre la paix. Et je crois que pour moi, la méditation, c'est ça, c'est de se donner un temps dans la journée où on se fout la paix. C'est-à-dire qu'on n'attend rien. Il n'y a rien d'autre à faire que de rien. C'est pas je suis la mère de, je suis la fille de, je suis la salariée de, la dirigeante de. Non, je suis plus rien. Et quoi qu'il se passe, c'est bien. J'ai des pensées qui arrivent, c'est bien. J'entends pas vraiment mon cœur, c'est pas grave, c'est bien. Je me focalise sur ma respiration. Et le simple fait d'aller vers son corps, quelques secondes,
d'aller vers sa respiration, d'aller ressentir ce qui se passe en nous, simplement dire, j'ai des contractions là, ah ouais, tiens, je me sens un tout petit peu contractée. Ok, j'observe simplement, je juge pas, j'observe. Et ce qui est fou, c'est que, alors que les pensées, on a 60 000 pensées par jour et 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille, ce qui est juste fou, quoi. 60% qui nous traversent et 80% sont les mêmes que la veille. Sauf quand il nous arrive quelque chose un événement grave. Par exemple, le confinement, on apprend du jour au lendemain qu'on est confiné. La veille, on avait toujours les mêmes pensées depuis 15 jours, 1 mois, 2 mois. Et puis là, on apprend ça, et là, d'un coup, chamboulement total. Et puis là, maintenant, on a à nouveau les mêmes pensées chaque jour depuis plusieurs semaines maintenant qu'on est confiné. Le fait de revenir à son corps, et ça demande aucune technique, ça demande aucune, simplement un peu de pratique, c'est-à-dire déjà de le faire même 30 secondes. Et on s'aperçoit que les pensées diminuent d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans sa tête et dans son corps. C'est impossible. Je vous somme d'essayer, je ne me croyais pas, mais c'est impossible d'être à la fois dans sa tête et dans son corps. C'est-à-dire que si je me concentre sur ma respiration, quelques secondes, au bout d'un moment, je peux m'évader et les pensées reprennent le contrôle. Et à ce moment-là, je suis dans les pensées, mais je ne suis plus dans mon corps. Quand je viens sur ma respiration, quelques secondes, je sens l'air qui rentre, je sens l'air qui ressort, par exemple, l'air frais qui rentre, l'air chaud qui ressort. Le simple fait d'être concentré quelques secondes là, je ne peux plus être dans mes pensées, c'est impossible. Et pourquoi c'est un exercice hyper important, ce va-et-vient ? Parce qu'on va se rendre compte que très vite, les pensées reprennent le contrôle, et ce va-et-vient du corps aux pensées me permettent de mettre de la conscience, de pouvoir être presque observatrice de tiens, il y a Maud qui va dans ses pensées et qui revient dans son corps. Et je peux observer ça. Le simple fait de revenir à son corps, c'est mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça change tout dans la vie. Ça change tout notre quotidien, ça change tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va faire des va-et-vient sur tiens, là, pourquoi je m'énerve comme ça ? Tiens, pourquoi la colère est en train de monter ? Pourquoi la peur est en train d'arriver ? Je peux naturellement prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui m'arrive. Pourquoi voilà. Pardon ? Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de temps. 10 minutes, un quart d'heure dans une journée, ça suffit. Et ça devient une drogue. Moi, je dirais même commencer par 30 secondes. 3-4 respirations, ça suffit. Un quart d'heure, c'est... Moi, quand on m'a dit méditer dans l'Himalaya, un quart d'heure en silence, j'ai dit, c'est quoi, c'est fou, là, mais un quart d'heure, mais non, mais là, un quart d'heure, c'est hyper long quand tu commences. 30 secondes. 1 minute. Et puis, essayer de le faire plusieurs fois dans la journée. 30 secondes, tiens. Qu'est-ce que je ressens là ? Ah, une petite contraction là. Tiens, je suis partie à m'emballer. Tiens, je parle fort. Tiens, lui, il m'énerve, elle m'énerve. Hop, je ressens simplement. Ou au contraire, tiens, je suis en joie. 30 secondes suffisent. Et quand tu le fais plusieurs fois dans la journée, oui, après arrive le moment où, naturellement, tu as envie de te connecter davantage à toi, ce qui amène, oui, moi, je médite un peu plus le matin, par exemple. J'aime ça. Et c'est presque un besoin naturel de m'aligner dès le départ, de ma journée, de mettre une intention qui a du sens pour moi. Et effectivement, quand tu connais une direction dans ta journée ou quand tu donnes une direction, c'est plus la même journée. C'est clair. Et ce qui est magique, tu vois, c'est que au même titre qu'on peut s'entraîner à devenir, je sais pas moi, champion de ping-pong, par exemple, parce que tu vas répéter les mouvements et que tu vas t'entraîner, tu peux t'entraîner justement à prendre soin de ton corps, à prendre soin de ta tête, à cultiver des pensées positives, parce que tu vas répéter les choses quotidiennement et régulièrement. Donc, du coup, ça va s'ancrer en toi, en fait, ça va devenir une habitude. Et en fait, simplement parce que les neurones créent même quand on est en train de se parler, là, on est en train de se parler et nos cerveaux sont en train de changer. On comprend certaines choses, on apprend certaines choses, et naturellement, nos systèmes neuronaux sont en train de se modifier. Et quand on répète quelque chose, tout le temps, quand on se répète tout le temps, oui, mais je suis pas capable, je suis incapable de faire ci, je suis bien, et ben notre système de pensée est toujours le même dans l'incapacité à. À la seconde où je change cette pensée et que je me dis, tiens, je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver, et d'ailleurs, je vais peut-être pas y arriver tout de suite, mais c'est pas grave, je vais essayer. Et naturellement, notre système de pensée va vers la capacité et non plus l'incapacité. Donc, on dit les neuroscientifiques ont réussi à établir une moyenne autour de 20 jours. On dit toujours c'est 20 jours, c'est 3 semaines. Peu importe que ce soit 15 jours, peu importe que ce soit un mois d'ailleurs. Mais le simple fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas 10 ans. C'est en moyenne 20-25 jours pour répéter des choses et s'ancrer de nouvelles habitudes. Là où on a passé des habitudes à se faire croire des choses, des illusions, nos croyances qui nous limitent à ce qu'on est en train de faire, j'ai fait ça toute ma vie, donc je ne suis pas capable de faire autre chose.
C'est faux. C'est clair. T'imagines quand même, je me dis, le temps qu'on gagnerait si on accompagnait les enfants comme ça le plus tôt possible, dès l'école. Et c'est ce qui se passe. Il y a quand même des écoles maintenant, Montessori, qui ont d'autres façons de voir les choses, qui sont, plutôt que de pointer, tu sais, le problème éducatif, c'est qu'on pointe les erreurs. Tu es noté de ton devoir en classe sur tes erreurs. Hein, tu as fait tant de fautes à ta dictée, tu as fait tant d'erreurs sur tes additions, etc. Le système inverse est bien plus intéressant parce que pointer, au contraire, ce qu'on réussit, moi, c'est ce que j'enseigne aussi aujourd'hui, c'est mais rappelez-vous de toutes vos réussites. Même vos petites réussites, et plus tu te rappelles de tes réussites, et tu te dis, mais putain, j'ai réussi plein de choses dans ma vie, quoi. Plein de petites choses, ma tarte au chocolat, mon machin, plein de petites choses qui, plutôt que de dire, ouais, alors j'ai réussi ma tarte, mais l'avant-dernière fois était quand même meilleure. Mais non. Tu vois? Ouais. Et on voit bien dans la critique. Ouais. Par exemple, et ça, c'est fondamental de voir que tu peux avoir, je sais pas moi, 10 000 likes ou 20 ou 50 critiques positives. Il suffit qu'il y ait un commentaire négatif, que ton attention soit que là-dessus. Ouais. Alors, attends, pourquoi il a dit ça, machin? Ben non, si tu sors de ça, et moi, mon secret pour sortir de ça, c'est faire de son mieux. Ouais. Tu fais de ton mieux. Et quand tu sais que tu as fait de ton mieux, peu importe qu'on te fasse des critiques positives ou négatives, tout ça, il y a toujours des gens pour critiquer, et tant mieux. Mais c'est une question d'ego. Quand on me dit j'ai adoré ton livre, bah, mon ego est flatté. Mais moi, j'ai fait de mon mieux. Quand on me dit, vous le dites moi, les gens sont sympas, mais tiens, c'est une critique négative. Ou par exemple, si un journaliste me disait, mais vous avez écrit un best-seller avec Kilomètre Zéro, vous sortez Respire, vous n'avez pas peur que les gens aiment moins Respire. Mais je dis non, parce que j'ai fait de mon mieux. Il résonne pour moi, il y aura toujours des gens pour préférer le premier au deuxième. Et il y a des gens pour préférer le premier au deuxième, et puis il y a des gens pour préférer le deuxième au premier. Et ça n'a pas d'importance, moi j'ai donné le maximum. Et ça, c'est un vrai secret pour moi de donner le maximum, de faire de mon mieux. À partir du moment où j'ai fait mon mieux, je ne peux pas faire mieux. C'est clair. Il y a un très bon livre d'ailleurs qu'on pourrait recommander, qui est Les 4 accords Toltec, où justement on parle à un moment donné de ça. Quoi. Complètement. Bon, c'est un livre que je trouve extraordinaire aussi, Les 4 accords Toltec. Et effectivement, c'est voilà, de ne pas interpréter, de pas. Vraiment, c'est un concentré de belles choses. Mais je crois que effectivement, de revenir sur soi et de se dire, ben voilà, j'en suis là. J'ai fait de mon mieux. Tu vois, on le voyait avec les lives. Moi, quand j'ai commencé les directs pendant la période de confinement, j'ai jamais fait ça. Et ben, mon premier direct, il est forcément moins bien que le dernier parce qu'il y a moins de problèmes techniques, il y a moins de. Et voilà, on fait. Mais à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux et ça a fonctionné parce que les gens finalement sont indulgents, ils sont là pour être avec toi, on fait de notre mieux, quoi. C'est ça. Et ça, c'est pour moi, c'est un des points qui est déterminant, c'est de faire de son mieux tous les jours pour tout et n'importe quoi. Parce que tu peux rien regretter après derrière. Ouais. Et tu progresses parce que quand tu fais de ton mieux, déjà, tu te lances, tu oses faire des choses et tu as déjà progressé à la fin de ce mieux. Tu t'es dit, grâce à ça, j'ai réussi à faire ça. Et puis, ça m'a donné de l'audace, ça m'a donné du courage. Et puis, je me trouve courageuse d'avoir essayé un truc. Et puis, finalement, on monte petit à petit en confiance en soi vers ce qui a ce qui nous fait du bien, quoi. On appelle ça aussi sortir de sa zone de confort. Exactement. Et pour aller dans cette zone, si on va jusqu'au trait, et pour aller dans cette magique zone, cette zone magique où tout est possible, justement, eh bien, il faut sortir effectivement de notre connu. Parce que si on fait que des choses connues, ben on va rester dans ce qu'on connaît. Si ça nous convient, c'est parfait. Mais si ça ne nous convient pas ou que c'est médiocre, eh ben alors il faut savoir qu'il y a d'autres zones qui sont vraiment magiques et qui vont nous reconnecter avec ça. Mais pour ça, il faut accepter d'en sortir et donc accepter de cette zone un peu de chaos, de difficulté à j'ai peur parce que je connais pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand on ne connaît pas, immédiatement la peur arrive et c'est tout à fait normal. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du bouquin Respire ? Alors Respire, c'est donc ce deuxième voyage. Le premier se passe dans l'Himalaya et puis j'étais dans une phase de ma vie où j'avais besoin d'exprimer ce que j'avais compris, et c'est-à-dire des choses assez cérébrales, assez mentales, qui m'ont beaucoup aidé, des clés qui m'ont permis effectivement ces réussites, mais aussi de trouver ce chemin de bonheur, du bonheur pour moi à ce moment-là. Respire est venu plusieurs années après, 4-5 ans après, dans un travail sur moi et sur le corps et sur les émotions, parce que j'avais déconnecté un peu de ça. En tout cas, je connaissais beaucoup moins bien cette dimension des émotions et du corps. Donc, j'ai travaillé plusieurs années sur ce sujet, parce que je me sentais un peu tétraplégique. C'est-à-dire que
J'avais pas compris que le corps pouvait nous donner des informations. Alors, ce qui m'a valu pas mal d'opérations. J'ai fait aussi une crise cardiaque, enfin, il faut opérer du cœur. J'ai passé pas mal de fois sur le billard parce que je n'écoutais pas mon corps. Et donc, c'est ce travail de plusieurs années que j'avais envie de retranscrire dans ce livre, Respire, donc c'est un autre voyage. Ce sont deux romans, donc des romans, hein, ce ne sont pas des manuels, ce sont des romans initiatiques. Et voilà, on chemine à travers les personnages. Donc, le premier, c'est Kilomètre Zéro, c'est une femme, Maëlle, qui travaille beaucoup, beaucoup trop. Et puis, un jour, sa meilleure amie lui demande de faire un aller-retour au Népal pour aller lui ramener quelque chose. Et puis, là, elle va cheminer au Népal. Respire, c'est un autre voyage. C'est un homme, Malo, qui est missionné pour reprendre une entreprise à Bangkok. Donc, là, ça se passe en Thaïlande. Et pareil, il apprend dès les premières... Enfin, je ne spolie pas l'histoire, hein, c'est vraiment les premières pages qu'il apprend qu'il a une maladie qui pourrait, dont il va mourir et il lui reste peu de temps à vivre et fort de ça, sa vie de s'effondre et il se dit j'ai pas envie de mourir dans des conditions comme ça, donc il décide de partir, de se suicider. Alors vu comme ça paraît pas très drôle, hein, mais c'est les premières pages et en fait il le fait pas, il rencontre une personne qui va l'aider à comprendre les choses autrement. Et voilà, et comprendre autrement et apprendre à retrouver son corps, apprendre à retrouver ses émotions. Et finalement, ces deux voyages qui sont mes voyages, hein, parce que 95% des deux livres sont vrais. J'ai fait ces voyages déjà, et puis j'ai fait et ces voyages intérieurs et ces voyages extérieurs, ces pays beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de partager ces clés. J'ai écrit que 2 livres, et je suis pas, même si ce sont 2 romans, je me sens pas du tout écrivain. Je suis incapable d'inventer des histoires presque, donc je raconte finalement à travers des romans 95% de ce qui m'est arrivé. D'accord. Tu sais, j'ai remarqué une chose, c'est que je crois que c'est l'humain en fait. J'allais dire au début c'est français, mais en fait c'est humain. On a tendance à attendre justement d'avoir un accident, qu'il y ait une personne qui décède autour de nous. Tu vois, qu'il y ait quelque chose de très grave en fait pour prendre des décisions et d'un coup d'avoir ce fameux déclic qui va faire que on va s'occuper de nous. C'est fou quand même. Hein. Et c'est exactement ça, et c'est le point central pour moi de ces livres, c'est de prôner le fait que n'attendez pas qu'il vous tombe le ciel sur la tête, n'attendez pas de faire une crise cardiaque, je l'ai faite, ça n'a aucun intérêt, n'attendez pas de faire un cancer, n'attendez pas ça, n'attendez pas la tuile, n'attendez pas l'accident, Je prône cette urgence à vivre, parce que quand on prend conscience de ça, mais on n'a pas besoin de souffrir pour se réaligner. Moi, j'étais trop stupide pour ne pas le comprendre avant, et donc du coup, naturellement, je suis passée par là, mais je l'ai fait. Donc, je vous le dis, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Donc surtout, passez pas par là, et justement, prenez conscience avant. Quand on commence à travailler sur soi, à comprendre ses blocages, à comprendre ses mécanismes de défense, et de se retrouver soi avec soi, mais c'est tellement plus facile. C'est clair. Hein. C'est vrai que on est nombreux à attendre le bon problème pour commencer à se dire ah oui, il est temps de travailler sur soi, il est temps sinon on va pas s'en sortir. Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est que il est jamais trop tard en fait dans notre vie, tu vois. À n'importe quel moment de ta vie, tu peux décider d'ailleurs ce soir là à 18h36 de reprendre une main sur ta vie, quoi, tu vois. En une seconde. Après, bien sûr que c'est un travail, mais c'est un travail, j'allais dire, passionnant. Moi, bientôt 50 ans, j'ai dû commencer très tôt. Là, je te dis, à l'âge de 5 ans, déjà, j'ai l'impression de ressentir des trucs. Donc, ça fait quand même quelques années, tu vois, que je m'intéresse au sujet et j'en suis qu'au début. On n'en est toujours qu'au début, c'est ça qui est fabuleux. Mais c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. C'est des rencontres qui te permettent d'enlever tous ces costumes que tu te mets, parce que ce sont les costumes qui sont lourds. Ce sont les costumes que tu te mets, les rôles que tu te donnes. Le paraître, tu vois, l'être derrière le paravent. Tu vois, le paraître, c'est ça, c'est mettre un paravent sur ce qu'on est, l'être profond. Et quand tu retrouves ça, déjà, ça te ramène à ton humanité, à ton humilité aussi, parce que tu descends d'un coup de ton piédestal, hein, toi qui étais vraiment le super-héros, chef d'entreprise, machin, plein de diplômes et tout, déjà, tu redescends à ton niveau 0 et ça te ramène à ton humanité. Et ça, c'est fabuleux parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu as juste à être. Tout ce qu'on cherche dans notre vie, c'est d'être aimé. Donc, on endosse des costumes. Ouais, ça fait mieux de dire je suis PDG, machin, là, que de dire je suis. Mais non. À partir du moment où tu enlèves les costumes, tu es aimé pour qui tu es. Et ça, c'est le plus beau cadeau au monde que tu puisses te faire. C'est clair. Hein. D'ailleurs, tu sais, moi, dans ce sens-là, régulièrement, quand on m'interviewe, on me dit alors, qui êtes-vous, Julien? Que faites-vous? Tu sais, pour mettre des étiquettes. Et je leur dis, moi, je me considère juste comme un citoyen. Donc, si on pouvait enlever les étiquettes, si on devait mettre une étiquette,
Ça serait citoyen. Je me considère comme un citoyen de la planète. Et puis juste parce que j'en parlais justement avec Laurent Gounel dans le dernier live, il explique d'ailleurs quand tu dis qui tu es, on donne notre rôle professionnel ou notre sexe ou notre origine ou notre situation familiale, ou enfin plein de choses. Mais ça ne définit pas qui on est. Ah non. Et voilà, et à partir du moment où on se pose les vraies questions, finalement, on est quoi? Il y a un amas de cellules, et puis derrière les cellules, il y a de l'énergie, et derrière cette énergie, il y a quoi? Il y a finalement cette unité qui nous rejoint. Donc c'est fabuleux de voir qu'on n'est pas ce qu'on croit. Ouais. Et on nous a appris. Pardon? On nous a appris. Oui, de ce qu'on nous a appris, mais même de ce qu'on croit. Parce que tu sais, des fois, tu t'identifies à ta maison, à ta voiture, à ton rôle, à ton travail, mais on n'est pas ce travail. La preuve, c'est que moi, j'étais à un travail un temps, et puis maintenant, je suis à un autre travail, et puis demain, ce sera encore un autre travail. Tu me disais toi-même que tu avais plusieurs casquettes. Ouais. Donc, tu n'es pas un travail, tu n'es pas qu'un réalisateur de film, tu n'es pas qu'un voyageur, tu n'es pas que, tu vois. Et ça, dès que tu sors de ça, tu es tout. En fait, tu peux tout être. Tu vas être écrivain demain, tu es écrivain demain. Je vais être réalisateur de film demain, je peux être réalisateur de film. En fait, tu es exactement ce que tu veux être à n'importe quel moment. Et tu peux te réinventer de cet espace de tous les possibles. C'est clair. Est-ce que tu faisais partie à l'époque, avant de te lancer comme ça dans le cheminement, des gens qui pensent que c'est égoïste de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres? J'ai très vite connecté mes besoins. Et à partir du moment où tu connectes tes besoins, naturellement, j'y allais. Par contre, ce qui a pu m'arriver, c'est que je puisse faire passer les autres avant moi. Okay. Et dans ces cas-là, je sens bien que je suis plus en phase avec mes besoins. Mais ma compulsion que l'autre se sente mieux était plus forte. Et donc, du coup, naturellement, je m'oubliais au profit de l'autre. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais elle est très juste, ta question. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de ça je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien, ou en tout cas que ça ne pouvait pas amener aux autres, tout simplement parce que si je ne suis pas bien avec moi, je vais être en force vers les autres. Je vais m'occuper de l'autre, mais au bout d'un moment, ça va me fatiguer, et puis je vais m'énerver, et puis je vais peut-être plus agressive, etc. Et finalement, je ne peux pas m'occuper bien de l'autre si moi, je ne réponds pas avant tout à mes besoins. Donc, par compulsion, de réduire la souffrance, de faire que tout le monde soit bien quand je suis dans une pièce, je veux que tout le monde soit heureux, et oublier ses besoins pour aller tout le temps vers l'autre, c'est une compulsion qui m'a déséquilibrée et je me suis oubliée à certains moments alors que je connectais ce qui avait du sens pour moi. Et ça, oui, je pense que c'est une vraie erreur de croire que s'aligner avec soi, prendre du temps pour soi, c'est être égoïste. Au contraire. Plus on est heureux, plus on vibre en nous, plus on est en amour avec nous, et plus naturellement, il n'y a plus besoin d'aller aimer les autres. On les aime naturellement parce que l'amour émane de nous. C'est clair. Donc, c'est non seulement pas égoïste, c'est même l'inverse qui est égoïste. Parce que dans l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux être aimée et que je suis en carence et que je vais chercher l'amour chez l'autre, et donc je vais me tordre en 10, en 12 pour lui faire plaisir, j'attends de l'autre un retour. J'attends de l'autre quelque chose. J'attends un merci, j'attends qu'il m'aime, je le fais pour qu'il m'aime. Et à partir du moment où tu attends quelque chose, là, tu deviens égoïste. Parce que tu fais les choses par intérêt. Donc, c'est tout l'effet inverse. À partir du moment où tu t'aimes toi-même et que tu es pleine de cet amour de toi et de plus grand, et bien naturellement, tu émanes de cet amour et les gens ont envie de cheminer avec toi et ils peuvent se servir parce que c'est infini. Quand tu es en carence et que tu vas vers l'extérieur chercher l'oxygène de l'autre avec tes carences, naturellement, là, je crois qu'on est en fait égoïste. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Je suis d'accord, et ça me fait encore penser aux 4 accords Toltec, parce qu'on parle aussi des fameuses attentes. Oui. Il ne faut pas avoir d'attentes, en fait, dans plein de choses, dans ta vie, en fait, de tous les jours. Parce que, à partir du moment où tu as des attentes, évidemment, tu peux être que déçu. Exactement. Et donc, ton système de défense se met en route, et l'autre n'a pas compris, et c'est bizarre, et moi, j'ai fait tout ça pour lui, et ça fait des mois et des mois que je me plie en quatre, j'oublie mes besoins et machin. Et on attend, et finalement, on va en défense vers l'autre, en attaque vers l'autre, donc on réagit avec notre ego. À partir du moment où on est rempli de cet amour, tout est différent, puisqu'il n'y a plus d'attente. On est plein, et la source coule, l'amour coule de façon à volonté. Donc, comme c'est à volonté, servez-vous, de toute façon, largement assez pour moi et l'univers entier, parce que c'est illimité. C'est clair, c'est clair. Comment tu vis cette période de confinement, là, depuis un petit mois?
Alors, comme je disais, pour moi, la compulsion de l'enfermement au début, c'était très compliqué parce que c'était vraiment c'est aux antipodes de ma vie, là où je suis la moitié du temps ailleurs, la moitié du temps dans d'autres pays. Donc là, c'était effectivement un petit peu compliqué pour moi le premier jour. Tu vois, je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis je savais qu'on était parti pas pour 15 jours, mais pour plusieurs semaines. Je pense que tout le monde l'avait compris. Et puis finalement, c'est comme toujours un cadeau parce que déjà ça permet de revenir à soi complètement. Là où moi je sortais d'une période, en plus c'était le lancement de mon second livre, donc j'étais beaucoup en tournée, j'étais vraiment fatiguée, j'arrivais à un stade où c'était la fin de la tournée, dernière conférence, j'étais sur les rotules, donc pour moi c'est une période importante, et je prends du temps. Et d'ailleurs, le temps n'est plus du tout le même. On n'a plus ces contraintes de manger à une heure précise. Il n'y a plus d'horaire. Tu vois, quand il y a un live, il y a une horaire. Il y a un horaire. En fait, moi, j'accompagne beaucoup de gens, donc j'ai quand même des visios, etc. Mais quand même, il n'y a plus tout à fait les mêmes horaires. Tu n'es plus contraint des mêmes choses. Et bizarrement, les choses retombent. Ouais, c'est émerge autre chose aussi. Ouais, c'est clair. Donc, après, le sentiment que j'ai qui semblerait être partagé, c'est qu'on ne vit pas le confinement tous de la même manière. Non. De par, évidemment, le contexte, ne serait-ce que très pragmatique du lieu dans lequel on se trouve, si on est à plusieurs ou pas, tu vois. Et je me dis, est-ce que tu penses est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes qui sont dans des situations peut-être un peu complexes, tu vois? Alors, moi, je me le dis tous les jours parce que je n'ai pas les meilleures conditions. J'ai décidé de rester à Paris plutôt que de partir à la campagne pour des raisons professionnelles, de pouvoir rester avec les gens que j'accompagne et les entreprises que j'accompagne. Moi, il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est plutôt que de comparer avec les autres qui ont un super jardin, qui vivent en pleine campagne, c'est de me focaliser sur ce que j'ai. Et ce que j'ai déjà, c'est la santé. Donc, même si j'entends que certains ont des conditions de confinement très difficiles, et ça, oui, mais pendant ce temps, ils sont pas sous respirateur. Là, ils sont pas en train de sauver des gens et au risque de leur vie. Ils sont pas en train de se battre justement pour survivre. Ils sont chez eux avec leur famille. Il y a peut-être des enfants qui crient, c'est compliqué. J'entends tout ça. Mais dès qu'on compare avec les autres, il y a toujours mieux que nous. Dès qu'on se ramène à ce qu'on a, et moi, la première chose que je me dis tous les matins, c'est déjà j'ai mal nulle part, quoi. Je vais pas à l'hôpital sous respirateur. Je vais pas, parce qu'il y a ces problèmes-là, mais il y a aussi tous ceux qui apprennent qu'on des cancers. Il y a tous ceux qui ont rien à manger. Il y a tous ceux qui. Alors, on peut comparer toujours avec celui qui a un plus grand jardin, qui a une piscine, qui a 300 mètres carrés pendant que j'en ai 60. Mais quelle importance, quoi. Tu vois, le sujet, il est qu'à un moment, moi, ce qui m'aide énormément, c'est de se ramener à tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a, c'est beaucoup de choses. Se lever le matin, de voir, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, de pouvoir sentir qu'on est en pleine forme, que peut-être nos proches sont là. On a tous, et de plus en plus, moi je le vois autour de moi, on apprend des décès autour de nous. Ouais. Tous. Enfin, moi, ça m'est arrivé. J'ai appris des décès pendant cette période, des moments difficiles. On est face à nos émotions. C'est très difficile. Cette période de confinement, c'est une période extrêmement douloureuse et difficile pour tout le monde. On peut toujours se dire, oui, mais il y en a qui ont quand même plus de chance que... Pas de la chance, déjà. S'ils ont une plus grande maison, c'est qu'ils... Voilà, faire en sorte que... s'ils ont décidé d'habiter la campagne plutôt que d'habiter Paris comme moi, c'est aussi un choix de vie. Donc, il y a toujours mieux ailleurs, mais je crois que ce qui peut nous aider vraiment, c'est de se ramener à nous. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Vraiment. Ça, c'est vraiment un point clé de mon quotidien dans tout ce que je peux faire. C'est jamais mieux ailleurs. N'échangez jamais votre vie avec celle de quelqu'un d'autre. Jamais. Ça me fait penser à la gratitude. C'est quelque part, c'est dans la gratitude juste comme tu dis, de respirer, de pouvoir manger, de pouvoir marcher, d'être juste là en vie, en fait. D'être en vie et de se dire, en plus, on sait, tout passe. Tout va changer. On sait très bien que on va pas être enfermé jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, en tout cas, des années et des années. Alors, peut-être que ce sera la fin de nos jours, si on part d'ici là. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait que ça passe. Donc oui, c'est difficile. La période est difficile. Il faut accepter ses émotions. C'est normal d'en avoir des émotions. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère. Acceptez tout ça. Mais ramenez-vous à vous aussi, avec tout ce qu'on a. Dès qu'on est en phase avec ça, avec ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. On mange quand même tous les jours. On peut vivre tous les jours. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Et la liste il y a des milliers de choses positives dans chacune de nos vies. Et il y a des choses qui sont douloureuses aussi.
Mais plutôt que de focaliser sur ce qui est douloureux, revenons à ce qu'on a quand même. Et puis là, en ce moment, je trouve qu'il y a un bouillon de créativité qui émerge sur Internet. C'est impressionnant, même de partout. Hein, regarde, moi, je t'aurais peut-être même jamais rencontré, tu serais peut-être parti ailleurs. Des rencontres fabuleuses, des créativités fabuleuses, complètement. C'est clair, ouais. Et donc, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à co-créer, tellement de... je crois qu'il n'y a pas de quoi. Et un conseil, et surtout, arrêtez d'écouter en boucle les informations. Ça, c'est sans doute, moi, ce qui... au début, tu vois, j'étais connectée. Je me dis, attends, quand est-ce qu'ils vont nous faire sortir ça? Puis, tu vois l'anxiété, ces messages anxiogènes qui nous bouffent. Et dès qu'on est dans cette peur, notre système de défense descend, tout descend, notre créativité descend. À l'inverse, dès que tu sors de ça, moi j'écoute le titre le matin et le soir, dès que tu sors de ça, là, tu as toute ta créativité qui relève. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Même aider, des fois, simplement prendre son téléphone. Il y a plein d'EHPAD, de centres qui attendent des messages de gens qui sont confinés mais qui sont pas malades, de tendre une main, d'inventer n'importe quoi, tu vois. Il y a tellement de choses à faire. Non, je crois que aller retrouver cette créativité, c'est déjà grandir aussi soi avec ça. D'ailleurs, tu vois, tu le dis à plusieurs reprises, tu voyages quand même beaucoup dans ta vie. Est-ce que tu partages mon point de vue qui est que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment 100 fois plus d'initiatives positives et de positivisme, on va dire, en fait, dans la vie à l'échelle globale de notre planète que ce qui est véhiculé à travers les médias. Ah mais oui, mais complètement. Mais d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que on le voit bien quand il arrive quelque chose en France, on est focalisé sur la France et on a l'impression, tu vois, quand il y avait par exemple les gilets jaunes, les grèves des gilets jaunes, les images qui étaient montrées, c'était des images de guerre. Hein. D'ailleurs, quand tu allais dans les autres pays, moi j'avais des copains qui m'appelaient en disant mais ça va, moi, vous n'êtes pas en guerre. Bon, à part 2-3 quartiers qui étaient un petit peu chauds, quelques rues à Paris. Moi, je me baladais tous les jours à Paris. Et il y avait pas de... donc tu vois, mais tout le focus était là. Et c'était vrai dans cette révolution arabe qu'il y a eu il y a pas si longtemps. Moi, j'avais des amis là-bas. Je devais aller faire un week-end à Djerba et tout le monde me disait mais non, mais pars pas là-bas, t'es folle. Et puis finalement, mes amis habitaient là-bas, donc je savais très bien qu'il n'y avait rien de particulier. De montrer les images, et j'arrivais là-bas, il n'y avait rien de particulier à part dans des centres, des épicentres, où effectivement. Donc oui, bien sûr que je te rejoins et ça génère cette peur autour du voyage, alors qu'en réalité, je crois qu'il n'y a rien qui m'a ouvert plus l'esprit que de bouger un peu de ma rue, de mon boulot, du même trajet qu'on fait. On fait tous le même trajet tous les jours pour aller chercher son pain, pour aller à son boulot, pour aller voir ses amis. On va dans les mêmes quartiers, dès que tu te décentres de ça, tu reviens différent avec une ouverture d'esprit qui n'a plus rien à voir. C'est clair, ouais. Il nous reste quelques minutes. Quelle est ton actualité là pour les prochains mois? Eh bien, je vais rester confinée jusqu'à ce qu'on nous demande de sortir, mais après le 11, normalement, écoute, mon actualité, moi, je voudrais prendre le temps de réécrire. J'ai commencé à réécrire sur un 3e livre, donc je vais prendre le temps de me poser. Malgré ce confinement, moi, j'ai eu vraiment des mois et des mois d'hyperactivité là autour de la sortie du poche de Kilomètre Zéro, puis après de la sortie de Respire, une tournée à l'étranger beaucoup. Donc là, j'arrivais un peu en fin de tournée. J'aimerais au contraire me poser un petit peu, prendre du temps. Alors là, je vais partir un peu au vert dès que possible. Mais je voudrais récupérer cette nature parce que j'ai fait le choix de rester à Paris là. Mais là, je sens à quel point ça me manque quand même parce que même si je suis parisienne, je vivais beaucoup à l'extérieur et beaucoup. Donc mon actualité, ça va être ça. Je vais continuer. On a décalé un petit peu la tournée évidemment pendant cette période de confinement. Je fais toute une tournée de conférences autour de mes 2 livres. Donc je vais continuer bien sûr. On va repousser des dates. Il y a des salons qui ont été décalés. Puis je vais repousser. Il y a quelques dates qui ont été repoussées. Mais oui, je vais voyager en France et à l'étranger pour continuer ces conférences et c'est un immense bonheur de rencontrer les lecteurs parce que tu sais, tu offres quelque chose, mais là, tu es en live avec eux, tu es en direct avec eux, tu les touches, ils te touchent et c'est un vrai bonheur de pouvoir partager cette belle énergie. C'est clair. Tu as des lives parce que tu fais des lives. Oui, je fais des lives. Alors, une fois par semaine. Là, c'est depuis le confinement. J'en faisais pas avant, mais par contre, je faisais des conférences avant. Ouais. Et oui, je fais des lives une fois par semaine. J'essaie de les tenir une fois par semaine. J'ai aussi des invités. J'ai eu un invité d'honneur que tu étais. Ouais. C'était mon premier invité d'ailleurs.
Et voilà, j'ai fait des lives avec des différentes personnes qui m'inspirent aussi, parce que l'idée, c'est de partager aussi des choses qui me font grandir, et ton film m'a fait grandir, et voilà. Donc, sur ma page Facebook, Maud Ankawa. Okay. Et le dernier invité, pas des moindres, c'était Laurent Gounel. Laurent Gounel, exactement, que je ne connaissais pas, mais je connaissais ses écrits. Et voilà, j'avais envie de partager aussi des gens qui m'inspirent, comme je te disais. Et donc, j'ai contacté Laurent, qui naturellement m'a dit oui, très gentiment tout de suite. Et voilà, c'est chouette aussi parfois de ne pas avoir cette casquette de journaliste, parce qu'on est authentique. Et le but, c'est d'avoir ces conversations-là, comme on les a aujourd'hui. Il n'y a pas de questions prédéfinies, il y a juste quelque chose qui émerge. Et ça nous permet d'être complètement à cœur ouvert. Et je crois que c'est ça que j'aime vraiment, de pouvoir... Pour te contacter, on te retrouve sur Facebook, c'est pas compliqué. Ouais, Facebook, voilà. Je suis un peu sur Instagram aussi, mais vraiment sur Facebook, sur ma page auteur, Maud Ankawa. Chouette. Écoute, merci beaucoup, Maud. C'était encore un super moment. C'est un très bon moment, vraiment. Et j'ai hâte de te rencontrer pour de vrai. Actuel, je sais qu'il va se passer d'autres choses. Et je sais que tu fais beaucoup de choses. Et voilà, je crois qu'il y a des synergies qui se sont créées. Entre les gens, avec toi, avec tous ces gens qui m'inspirent aussi, et j'ai hâte de te rencontrer pour de vrai. Moi aussi, ouais. En vrai, pour se toucher. Exactement. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»